Face à l'étau algérien qui se resserre et à l'Espagne qui hausse le ton, le Maghen n'a trouvé d'autre refuge que les bras encombrants de Washington. En misant sur des paris géopolitiques mal ficelés, il s'est piégé lui-même dans une crise tentaculaire mêlant économie vacillante, pénurie énergétique et embarras diplomatique. Dos au mur, il n'a eu d'autre choix que d'embrasser les conditions imposées par les États-Unis pour garder ses lumières allumées pendant que l'Algérie maintient fermement le robinet du gaz fermé et que la marge de manœuvre se rétrécit dangereusement. Le décor est désormais planté. Le Maroc, pris de court, révèle toute sa vulnérabilité face aux décisions souveraines de son voisin algérien. Les promesses de paix soufflées par certains think tanks occidentaux, relayées avec empressement par une poignée de médias locaux et portées par des diplomates américains convaincus qu'un petit geste suffirait à relancer la machine, se sont toutes évaporées. Le rêve d'une coopération énergétique renouvelée n'a pas résisté au mur du non algérien. Après 4 années d'impasse, Rabat n'a eu d'autre choix que de revoir sa copie et de tourner la page d'un scénario dont il n'était plus le maître. Autrefois accroché à la bouée espagnole comme à une planche de salut, le Maghen s'en est finalement détaché pour se laisser guider par le courant américain. Désormais, ce sont les firmes venues d'outre-Atlantique qui pilotent l'installation de stations flottantes destinées à transformer le gaz liquéfié. Ce revirement stratégique en dit long, l'emprise des sanctions algériennes reste intacte, et les choix marocains, loin d'être libres, sont désormais dictés par l'agenda de Washington. Mais au fond, une question brûle les lèvres: comment expliquer que les États-Unis mettent soudain les 2 pieds dans le secteur énergétique marocain, alors que hier encore, c'est l'Algérie qui alimentait le royaume en gaz bon marché? La réponse est limpide. Comme pour l'Ukraine, les Américains raflent la mise. Après avoir discrètement tissé leur toile dans l'armée et les industries stratégiques, comme les phosphates, ils s'attaquent désormais à la dernière pièce du puzzle, l'énergie, avec en ligne de mire le gaz. Ce glissement de pouvoir révèle une vérité brutale. Chaque faveur accordée par Washington se paie cher souvent au prix de morceaux entiers de souveraineté que le Maghen consent à céder. D'après les révélations de Bloomberg, Rabat s'apprête à signer un chèque dépassant le $1 milliard, voire à flirter avec ce plafond, pour acquérir des navires spécialisés dans la regasification du gaz naturel liquéfié. Exit donc. Le projet terrestre de Nador, longtemps vanté comme pilier de l'autonomie énergétique, il est désormais relégué au placard, remplacé par une unité flottante, censée assurer à la fois stockage et transformation du GNL. Ce changement de cap est tout sauf anodin. Derrière cette manœuvre se cache une volonté affichée de couper le cordon ombilical avec l'Espagne. Longtemps vu comme le chevalier blanc venu sauver Rabat de l'étreinte algérienne, l'Espagne s'est finalement révélée être un sauveur au tarif excessivement salé. Le gaz acheminé par Madrid s'est vendu jusqu'à 3 fois le prix du marché mondial, une facture que le Maghen s'est bien gardé de commenter publiquement mais qui pèse comme une enclume sur les finances. 4 années ont passé, et malgré tous les détours, le royaume cherche encore désespérément une issue fiable à l'arrêt brutal imposé par Alger. À ce casse-tête énergétique s'ajoutent les séquelles de la fermeture des frontières dans l'Est, particulièrement du côté de Dja, et le gel prolongé des douanes de Ceuta et Melilla depuis 2018. Pour tenter de sortir la tête de l'eau, le Maghen parie désormais sur un appel d'offres prévu pour février 2026, visant à acquérir la fameuse station flottante. Mais surprise, aucune entreprise candidate n'a encore été dévoilée. Étrange quand on sait que ce marché pèse plus d'$1 milliard.
Le ticket d'entrée dans ce nouveau virage énergétique, environ 2 milliards de dollars, rien que ça. Dans le détail, plus de 1,2 milliard consacrés aux infrastructures et au navire principal, et 681 millions injectés pour connecter le tout aux anciens gazoducs, ceux-là même qui jadis faisaient transiter le gaz algérien. Ce virage brutal, loin de l'Espagne, n'est pas anodin. Il pourrait bien répondre à la douloureuse facture laissée par Madrid, ou encore servir d'outil diplomatique subtil pour peser face à la montée de la droite espagnole à l'approche d'élections à haut risque. Mais en réalité, une pression bien plus pressante semble avoir précipité ce choix, la résolution 297 du Conseil de sécurité. Ce texte pousse Rabat à formaliser ses liens militaires avec Israël et ouvre grand la porte à une mainmise américaine sur les secteurs névralgiques de l'économie marocaine. Dès lors, le Maghreb n'a plus vraiment le choix. Pour le gaz, comme pour le reste, les clés sont désormais entre les mains de groupes américains. Et c'est écrit noir sur blanc. Ce qui s'est passé dans l'armée n'était qu'un avant-goût. Les sociétés américaines ont balayé les groupes français sans ménagement, pendant qu'Israël raflait tranquillement une part non négligeable, 10%, des marchés militaires les plus récents. Aujourd'hui, ce scénario se répète dans l'énergie, prolongeant une conquête silencieuse, déjà bien avancée dans le secteur des phosphates. Et pas n'importe où, dans la fameuse section 3 de Georges Flasfar, à Khouribga, bastion, rivalisant directement avec les gigantesques mines de Boukraa, qui détiennent à elles seules un tiers des réserves du royaume. Ce contrôle étroit sur les ressources sahariennes a transformé les Sahraouis en acteurs clés de la sécurité alimentaire mondiale. Mais au lieu d'en faire un atout pour la stabilité, le Maghreb a préféré enchaîner les provocations, les clashs diplomatiques et les passes d'armes stériles avec Alger. Ironie du sort, l'Algérie, autrefois bienveillante, livrait du gaz gracieusement grâce aux accords de transit. Aujourd'hui, ce passé fraternel semble lointain, et Rabat n'a d'autre choix que de revoir de fond en comble sa stratégie. À l'horizon 2030, la consommation de gaz au Maroc devrait frôler les 12 milliards de mètres cubes. Pourtant, paradoxalement, le royaume continue de faire tourner ses centrales électriques à plus de 90% au charbon. L'un des combustibles les plus polluants, foulant aux pieds ses promesses climatiques à l'international. Sous la pression croissante des sanctions imposées par Alger. Le recours au gaz n'est donc plus une option, mais un virage imposé. Mais ce virage énergétique s'accompagne d'un prix caché. La main sur le robinet n'est plus marocaine. Ce sont désormais des multinationales américaines et israéliennes qui tiennent les commandes, en poussant le pays à dépendre du gaz à hauteur de 80% dans les années à venir, alors même que les énergies renouvelables plafonnent à peine à 7%, elles verrouillent tout, de l'extraction à la distribution. Résultat, une souveraineté énergétique en miettes, et une dépendance structurelle soigneusement ficelée. Dans sa panique stratégique, le Maghreb n'a pas seulement multiplié les erreurs de calcul, il a aussi tenté de détourner l'attention en salissant ses voisins. Parmi les épisodes les plus révélateurs, la croisade médiatique contre la Coupe arabe organisée par le Qatar. Plutôt que de saluer un événement réussi, ces médias ont préféré lancer une pluie de critiques infondées sur Doha, cherchant désespérément à faire briller, par contraste, l'image d'une CAN parfaite à venir, version marocaine évidemment. Mais derrière les écrans de fumée, une réalité bien plus grave se dessine. Le Maroc est au bord d'un basculement historique sans précédent dans son histoire récente. Le Maghreb qui avait bâti son autorité sur un échafaudage instable, entre alliances étrangères, mouvantes, storytelling géopolitique sur mesure et obsession sécuritaire en interne, se retrouve aujourd'hui face à la vérité nue, son modèle s'effrite, miné par ses propres contradictions.
Entre décisions improvisées et diplomatie à l'aveuglette et soumission croissante aux grandes puissances étrangères, le Magen s'est enfermé dans une spirale dangereuse. Son incapacité à prévoir l'effet domino de ses choix régionaux révèle aujourd'hui les fissures profondes d'un édifice longtemps présenté comme robuste. Derrière les apparences de stabilité, c'est tout un système qui chancelle fragilisé jusqu'à la moelle. Et ne vous y trompez pas, la crise énergétique actuelle n'est pas un simple accident de parcours. C'est le symptôme d'un effondrement stratégique majeur dont l'origine remonte au pari risqué lancé dès 2020. À cette époque, le Magen s'est lancé tête baissée dans une offensive diplomatique, militaire et médiatique, misant tout sur l'appui américain et israélien, s'enfiler dans un monde en mutation constante. Ce que l'on présentait alors comme une alliance historique et solide avec l'Occident protecteur s'est vite révélé être un mirage. Derrière le joli vernis du soutien inconditionnel se cachait un pacte coûteux, chaque aide obtenue se payait au prix fort, en morceaux de souveraineté en dépendance programmée et en abandon discret de pans entiers de l'économie nationale livrés à des intérêts venus d'ailleurs. Le cas de l'énergie résume à lui seul tout le naufrage. En voulant compenser la gifle algérienne par une étreinte stratégique avec Washington et Madrid-Rabat, s'est enlisé dans une architecture de dépendance qu'il ne contrôle plus. Désormais les prix lui échappent, les infrastructures ne lui appartiennent plus vraiment, et les routes d'approvisionnement sont dictées par d'autres, et que dire du passage aux stations flottantes? Loin d'être un choix réfléchi et souverain, ce virage est l'un des symptômes les plus évidents d'une perte de cap. La politique énergétique nationale a cédé la place à l'agenda des grands groupes transnationaux. Ces derniers n'utilisent plus simplement le Maroc comme un marché, mais comme une véritable tête de pont pour étendre leur influence économique, militaire et diplomatique. Cette dépendance, loin d'être passagère, s'inscrit dans le marbre de l'avenir. Elle sculpte dès aujourd'hui les contours d'un Maroc énergétiquement soumis pour des décennies au moment même où l'indépendance dans ce domaine devient la clé d'une souveraineté authentique au XXIe siècle. L'impact de cette crise ne se limite pas au simple registre énergétique, c'est tout l'équilibre géopolitique de la région qui vacille. En multipliant les maladresses diplomatiques vis-à-vis d'Alger, le Magen a réussi l'exploit de se couper d'un allié stratégique de premier plan. Un partenaire qui pesait lourd non seulement dans l'énergie, mais aussi dans les sphères économiques, sociales et sécuritaires. Pendant des décennies, malgré une frontière hermétiquement close, un lien invisible continuait d'unir les deux rives. Mais en choisissant d'agir seul, Rabat a rompu cet équilibre tacite, provoquant une rupture nette. L'un des premiers effets concrets, le gazoduc Maghreb-Europe, mis hors service, et avec lui la disparition d'une source stable, fiable, et surtout bon marché. Cette cassure ne relève pas d'un simple incident diplomatique. Elle constitue l'un des points d'origine du chaos énergétique actuel. Car dans les faits, le Maroc n'a ni les installations, ni les ressources naturelles, ni la capacité industrielle pour compenser seul la perte d'un tel apport. Le choc lui est bien réel. Maroc continue, contre toute logique environnementale, à alimenter ses centrales avec du charbon. Une énergie coûteuse, toxique pour la planète et embarrassante sur le plan diplomatique à l'heure des grands sommets climatiques. Tandis que le reste du monde accélère vers les énergies vertes, le royaume s'accroche à un modèle obsolète, incapable de se réinventer sans une béquille financière et technologique venue de l'étranger. Sauf que cette béquille s'est vite muée en chaîne. Sous couvert d'aide, les multinationales américaines, israéliennes et espagnoles ont discrètement pris le contrôle des nerfs vitaux du Maroc. Désormais, les infrastructures stratégiques du pays ressemblent davantage à des zones franches d'influence étrangère qu'à des piliers
de souveraineté nationale. Ce n'est plus à Rabat que revient la moindre décision sur l'énergie, ni le tarif, ni la provenance, ni même la technologie employée ne relèvent encore de la souveraineté nationale. Tout se joue désormais sur des places étrangères, dépendant des humeurs géopolitiques et des intérêts bien placés des puissances auprès desquelles le royaume s'est volontairement arrimé. En croyant renforcer son indépendance par une multiplication de partenariats, le Maxen n'a fait que l'éroder davantage. Plus il a élargi ses alliances, plus il a creusé sa dépendance. Une stratégie qui porte le masque de la puissance, mais qui en réalité dissout chaque jour un peu plus la souveraineté qu'elle prétend défendre. Au lieu d'apaiser les tensions, la stratégie de communication de Rabat, bâtie en pleine tourmente, n'a fait qu'amplifier les fractures. À force de dénigrer les voisins arabes, d'alimenter un récit de victimisation et de transformer le sport, la culture ou les médias en armes géopolitiques, le Maxen a fini par s'isoler comme jamais auparavant dans la région. Un isolement qu'il a lui-même orchestré, micro après micro. Entre l'attaque frontale contre la Coupe arabe du Qatar, les sorties médiatiques incendiaires, les récupérations identitaires douteuses et la tentative de s'approprier le patrimoine sahraoui et mauritanien, Rabat n'a pas seulement écorné son image. Elle a surtout envoyé un message clair au monde arabe. Désormais, ses priorités sont dictées ailleurs, bien loin de toute logique maghrébine ou de solidarité régionale. Cette manière de faire n'a pas seulement isolé Rabat dans sa région, elle a aussi sérieusement entamé sa crédibilité sur la scène internationale. Alors que la question du Sahara occidental, toujours non résolue à l'ONU, reste l'une des plus anciennes plaies géopolitiques ouvertes, les gaffes diplomatiques répétées, la manipulation des événements culturels et les tentatives de redéfinir l'identité sahraoui n'ont fait que rappeler au monde que le conflit est loin d'être enterré. Pire encore, la stratégie actuelle du Maxen semble attiser les braises au lieu de les éteindre. Forcer l'identité sahraoui à entrer dans le moule d'un récit national marocain, cousu de fil blanc, n'a rien d'une démarche culturelle. Aux yeux de beaucoup, cela ressemble bien plus à une manœuvre d'appropriation, voire à une forme de négation identitaire. Résultat, les lignes de fracture se creusent, les positions se radicalisent et les perspectives de dialogue s'assombrissent davantage à chaque initiative mal calibrée. Sur le terrain économique, le bilan est tout simplement catastrophique. Entre une inflation galopante, des factures d'énergie qui grimpent sans frein, l'explosion du coût de la vie, une dépendance accrue aux importations alimentaires et énergétiques, une dette qui tutoie les sommets et une industrie locale à bout de souffle, c'est une large partie de la population qui se retrouve précipitée dans la précarité la plus brutale. Et les répercussions sociales ne se sont pas fait attendre, tensions en hausse services publics en déliquescence et fractures territoriales béantes. Les régions de l'est du sud du Rif, où les campagnes reculées abandonnées aux marges, paient le prix fort de politiques concentrées sur des méga-projets tape à l'œil, censés séduire les investisseurs, mais qui laissent les citoyens sur le carreau. Derrière les chiffres, les tensions et les effets d'annonce, c'est une crise bien plus profonde qui se dessine, celle d'un pouvoir sans boussole. Le Maxen semble avoir perdu tout cap stratégique. Il navigue à vue, tente d'éteindre les incendies qu'il a lui-même provoqués en enchaînant des décisions purement symboliques, vidées de toute vision à long terme. Faire appel systématiquement à des acteurs étrangers pour colmater les brèches internes ne traduit pas une capacité d'adaptation, mais une fragilité structurelle criante. La souveraineté du Maroc. Elle s'est peu à peu vidée de sa substance, ne survivant que dans les discours officiels. Pendant ce temps, les secteurs vitaux de l'énergie aux télécommunications, en passant par l'agriculture, l'armement
où les mines glissent lentement, mais sûrement, sous contrôle étranger. Le portrait qui se dessine désormais est celui d'un pays affaibli de l'intérieur, non par ses ennemis, mais par les choix de ses propres dirigeants. Un État à la merci d'influences extérieures, coupé de ses partenaires naturels, compressé de toutes parts et dont les marges diplomatiques rétrécissent à vue d'œil. Le péché originel du Maxen avoir pris des alliances pour des dépendances, avoir troqué la diplomatie contre la communication et avoir confondu vitrine souveraine et réalité du pouvoir. Résultat, un engrenage infernal où chaque compromis en appelle un autre, chaque crise ouvre une brèche et chaque partenaire étranger impose un peu plus ses conditions dans les affaires internes. À l'heure des bilans, une chose est claire. L'avenir du Maroc reposera sur sa capacité à briser le cercle vicieux de la dépendance systémique et de la confrontation permanente. Le salut ne viendra ni de l'ingérence étrangère, ni des démonstrations de force. Il passera par une rupture franche avec les illusions imposées, un retour à une diplomatie ancrée dans le réel, une réactivation sincère de la coopération régionale et surtout une remise en cause courageuse de l'emprise des élites politico-sécuritaires sur les décisions nationales. Car désormais Maxen n'a plus le choix empêtré dans ses paradoxes, et ses paris diplomatiques hasardeux, il se retrouve face à une équation insoluble avec les méthodes d'hier. Le temps des hésitations est révolu. Le Maroc doit trancher entre deux voies, continuer à s'enfoncer dans une dépendance étrangère, assumer, ou entreprendre, enfin, la lente mais nécessaire reconquête de sa souveraineté, de sa place dans la région et de sa cohésion intérieure. Tant que cette prise de conscience collective tardera à émerger, le Maroc restera enlisé dans un engrenage sans fin où les erreurs d'hier continueront de graver les limites de demain. Le pays avancera à reculons affaibli, vulnérable, soumis à une pression internationale qu'il n'a plus ni la force ni les leviers pour contenir.